Europe 1. La France bouge, la saga. Bonjour Charlotte Barrican. Bonjour Elisabeth. La France et sa conquête de l'espace, c'est une longue histoire. Parmi les acteurs principaux, il y a évidemment Ariane, mais avant, il y a le CNES, le Centre national d'études spatiales. Et on doit ce centre à un grand homme politique qu'il a créé en 1961, le général de Gaulle. C'est ça Elisabeth, c'est précisément le 19 décembre 1961. Nous sommes en pleine guerre froide. Les États-Unis et l'URSS se disputent la première place dans cette course qu'est la conquête spatiale. Et en France, le général de Gaulle en fait aussi une priorité avec une mission, créer un centre à mi-chemin entre la recherche et l'industrie, chargé d'élaborer et de proposer au gouvernement un programme spatial et ensuite de le mettre en œuvre. Et sa première mission, développer un satellite européen. Mais comment l'envoyer en orbite ? La France n'a pas encore de lanceur, c'est l'autre nom de la fusée. Et les États-Unis refusent de l'envoyer pour eux. Ils ne veulent pas être concurrencés sur le plan industriel. Alors, la France s'associe à l'Allemagne et crée Diamant, le premier lanceur européen, comme nous le raconte Jean-Marc Astorg, directeur de la stratégie du CNES. Le premier satellite français mis en orbite s'appelait Astérix. Le lanceur s'appelait Diamant. Ce lanceur Diamant, il a été exploité, c'est-à-dire qu'il a été utilisé pour lancer d'autres satellites. Alors 17 personnes à l'époque lancent le satellite Astérix, le tout premier en 1965 depuis l'Algérie. Et très vite, les ingénieurs du CNES prennent conscience des enjeux commerciaux qu'il y a derrière cette technologie. C'est le début de la télécommunication. En gros, la Terre est ronde, les informations passent difficilement. Alors il faut un point relais dans l'espace pour tout fluidifier. Et Astérix seul ne suffit pas, il faut plus de satellites, donc plus de lanceurs encore plus performants. C'est là que le CNES imagine le programme Ariane. Alors Charlotte, c'est très bien de fabriquer des fusées pour envoyer des satellites, mais quelles sont toutes ces applications ? Alors Elisabeth, vous ne soupçonnez même pas tous les usages que peuvent avoir les satellites aujourd'hui. Nous tous, autour de cette table, on ne pourrait plus s'en passer. Ça peut être un satellite de télécommunication, donc qui assure un relais entre plusieurs points terrestres. Ça peut être un satellite d'observation de la Terre qui prend des photos pour la météo, par exemple. Ça peut être un satellite de navigation comme Galileo qui permet sur votre téléphone de savoir exactement à quel endroit vous êtes. Ça peut être des satellites aussi de recherche qui font de l'astronomie, comme un télescope par exemple, qui peut observer depuis le ciel sans perturbation due à l'atmosphère les étoiles. Voilà, donc il y a énormément d'applications des satellites et tout ça, ça va dans l'espace grâce à des fusées. Alors le premier lancement d'Ariane 1 date de 1979. Ce gros bébé de 47 mètres de haut est lancé depuis Kourou, en Guyane, et pour une bonne raison. Kourou est situé sur l'équateur et quand vous tirez depuis l'équateur, comme la Terre tourne, c'est sur l'équateur que la vitesse de rotation de la Terre est la plus élevée. Donc vous avez déjà une première vitesse qui vous est donnée, qui est donnée au satellite quand il décolle de Kourou, et ça permet de gagner de l'énergie pour aller en orbite. Si vous tirez depuis le pôle Nord, vous n'avez aucune vitesse et là c'est beaucoup moins intéressant. On a choisi aussi Kourou, on peut tirer au-dessus de la mer, c'est l'idéal pour que les étages de la fusée retournent en mer. C'est aussi idéal s'il y a un problème sur le lanceur, ce qui arrive quand même de temps en temps, pour qu'il n'y ait pas de conséquences sur les populations. Ça n'arrive jamais, hein. En tout cas, grâce à vous, Charlotte, on sait pourquoi Kourou. Alors, justement, l'espace est à tout le monde ou son utilisation est-elle réglementée ? Eh bien, Elisabeth, en 1967, il y a un traité sur l'espace qui est signé par toutes les puissances spatiales. Effectivement, l'espace est un endroit d'utilisation pacifique. Il n'y a pas de zone interdite. Par contre, il y a des règles de prévention des débris, puisque depuis qu'on envoie des satellites dans l'espace, il y a eu création de beaucoup de débris. Des satellites en fin de vie qui explosent, qui génèrent des débris, comme on peut voir dans le film Gravity. Voilà, donc un certain nombre de pays se sont donné des règles pour éviter que ces débris se multiplient et empêchent finalement une activité spatiale en orbite. Alors on comprend bien, le CNES, ses lanceurs et satellites sont essentiels aujourd'hui. Ils sont en quelque sorte la vigie de ce monde en pleine transformation. C'est ça Elisabeth, et la concurrence est très rude. La course spatiale est plus présente que jamais. Des hommes sont allés sur la Lune et toute l'année, ce sont près de 100 satellites envoyés en orbite dans le monde entier. Alors le CNES, c'est l'accès à l'espace avec des lanceurs. C'est une compréhension du climat, vous le disiez tout à l'heure André Hubert-Roussel. C'est notre communication aussi, mais quoi d'autre ? C'est aussi la défense et la sécurité.
sécurité, André Hubert-Roussel l'a dit également, ou encore des sujets qui nous dépassent un petit peu plus, comme par exemple la vie extraterrestre, avec le GEPAN pour groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Alors, désolé, pour le moment, pas de preuve formelle de leur existence, mais bon, le CNES, c'est surtout 2500 salariés qui travaillent au quotidien pour repousser les limites de l'espace, avec un budget de 2,7 milliards € par an. Merci Charlotte Barrican, on en sait beaucoup plus grâce à vous sur le CNES qui existe donc depuis 1961.